Il y a des milliards d'années que notre planète existe. Depuis qu'elle s'appelle Terre, elle a toujours été la même. Sa signification pour nous n'a pas changé. Lancée dans l'univers, elle représente une toute petite chose, un monde fini. C'est ce qui fait qu'on la compare à un vaisseau spatial dont nous serions les cosmonautes. Même dépendance de l'habitant par rapport à l'habitacle, irremplaçable milieu, stricte autonomie de fonctionnement, tout y est. Depuis son apparition sur la Terre, l'homme y a cru et s'est multiplié. Aujourd'hui, nous sommes plus de 3,5 milliards. Dans 30 ans, ce nombre aura doublé. C'est une certitude. Tous les parents des enfants de l'an 2000 sont déjà nés. En raison des tensions accumulées, la multiplication des humains conduit tout naturellement à l'idée d'explosion finale. Comment l'éviter ? Le risque mortel de la croissance illimitée fait réfléchir certains de nos contemporains. À l'instigation de l'un d'eux, que sa fonction de grand industriel relie aux activités majeures du monde, le Club de Rome s'est constitué. Il rassemble des personnalités de nombreux pays. Le Suisse Thiemann parle de leur travail collectif. On a donné 3 caractéristiques à une étude qui nous semblait valable. Une telle étude devrait répondre à un premier critère, c'est-à-dire d'être global, c'est-à-dire considérant le monde un seul système. Deuxième caractéristique, le modèle ou cette étude devrait mettre en évidence les interactions entre les différents problèmes. Et la troisième caractéristique est celle d'être dynamique, c'est-à-dire le temps doit figurer là-dedans comme une variable. À partir de ces critères, le célèbre Institut de technologie du Massachusetts a mis en formule l'évolution de notre monde. La donnée fondamentale reste la population, c'est-à-dire la différence entre naissance et décès. Mais cette arithmétique est trop simpliste. Pour comprendre comment évolue la population, il faut aller plus loin dans l'analyse. Dès ce troisième tableau commence d'apparaître l'extraordinaire complexité des phénomènes physiques, sociaux, culturels qui régissent la croissance démographique. Et puis, il y a l'économie, l'argent, les taux de rendement du capital. En fin d'amalgame, la méthode de l'Institut américain aboutit à ce schéma intégré, véritable simulateur du monde. Le critère de population, nous l'avons vu, était déjà alarmant en soi. Mais si on lui en accole 4 autres, spécifiques de notre type de société, l'urgence d'une action planétaire devient évidente. Dans un monde sans pollution et aux ressources naturelles illimitées, notre population se stabiliserait d'elle-même, en quelque sorte. Les productions alimentaires et industrielles s'y adapteraient harmonieusement. Mais comment nier la pollution? Et comment oublier que nos ressources naturelles s'épuisent? Dès lors, en réintroduisant ces 2 facteurs dans le tableau, il apparaît que nous sommes à la veille de jours sombres. Regardez comment les courbes s'écrasent vers l'an 2000. Pour vérifier leurs prévisions, les chercheurs de l'Institut du Massachusetts ont poussé la rigueur scientifique jusqu'au bout, introduisant toutes sortes de variantes dans leur système. À chaque fois, le verdict est le même. La rupture d'équilibre se produit à l'aube du prochain millénaire. Or, c'est dans 30 ans. Devant cette menace, des scientifiques de plusieurs disciplines se rassemblent chez nous, dans un groupe baptisé 2002. Ils nous livrent certaines de leurs réflexions. Oui,
d'abord on a défini une chose qui nous a frappé, c'est qu'au fond maintenant l'homme n'évolue pas tout seul, surtout à partir de la civilisation industrielle, mais il évolue avec tout un ensemble de techniques, les camions comme il y en a un là, la gravière qu'il y a là derrière, les avions, tout, un ensemble de techniques qui évoluent beaucoup plus vite que sa biologie, et parce qu'elle évolue selon un système d'information différent de sa biologie. Oui, alors cet ensemble hybride qui évolue, donc homme plus machine plus technologie, on l'a appelé ensemble machinel, le nom pourrait se discuter, et on constate que maintenant, souvent, les hommes sont au fond sacrifiés à l'ensemble machinel. On peut dire que l'ensemble machinel a inventé de nouveaux systèmes d'information, on les connaît tous, radio, télévision, téléx, etc. De nouveaux systèmes de transport, on les connaît aussi tous, et que son évolution au fond maintenant supplante en importance pour les gens qui y participent celle des hommes eux-mêmes. Ce qui fait qu'on hésitera peu, ou même des fois pas du tout, à sacrifier des individus à un ensemble machinel donné. Bon, vous venez de définir l'ensemble machinel, comme vous dites, et vous marquez sa dépendance, la dépendance de l'homme par rapport à ce système. Mais on pourrait même parler d'aliénation dans certains cas, non? Oui, alors l'aliénation se manifeste par exemple avec les moyens d'armement. L'homme primitif tuait un animal pour sa nourriture en jetant une pierre, puis il a inventé la lance, qui lui a permis déjà de tuer quelque chose d'un petit peu plus loin, un animal qui se trouvait plus loin. Puis après la lance, il y a eu probablement l'arc, qui est déjà un système machinel extrêmement simple, qui est encore parfaitement compatible avec l'énergie humaine, puisqu'on tend l'arc avec son énergie musculaire. Puis, bien plus tard, il y a eu l'introduction d'énergie chimique par la poudre à canon, qui a permis de faire des balles et de tuer au moyen de balles. Et à l'heure actuelle, on a probablement atteint le niveau le plus grand d'aliénation, en prenant par exemple les pilotes de B-52 qui labourent le Vietnam. Ces gens sont sur des avions, ils pressent sur un bouton et tuent peut-être, disons, une cinquantaine de personnes. Mais je ne suis pas certain que si on mettait ce pilote devant les 50 personnes qu'il doit tuer avec un arc, qu'il serait capable de le faire. Donc on montre bien cette aliénation de l'homme à travers le système machinal. Bien, à partir de là, qu'est-ce que vous proposez? Avec des sociologues, avec des psychologues, avec des économistes, on essaye maintenant de faire un État qui soit compatible au fond avec les règles de la vie sur la Terre et au point de vue social avec ce qu'on pense être la structure primitive de l'homme sur la Terre, la structure fondamentale de l'homme sur la Terre. En tenant compte, bien sûr, de facteurs culturels, de facteurs de l'évolution sociale. On est bien obligé d'en tenir compte. Par exemple, l'acquisition du langage, on ne peut pas la supprimer. L'acquisition de tout ce qui fait le charme de la vie, comme la poésie, la musique, etc., qui ne sont pas des facteurs primitifs, on doit quand même en tenir compte. C'est justement le côté valable de l'humanité qu'il ne faut vraiment pas supprimer. Mais en revanche, il y a certains autres côtés qui sont tenus maintenant comme des dogmes, comme des axiomes absolument impossibles à combattre. Par exemple, la structure de l'économie, ou certains types de structures fondamentaux de l'économie qui sont admis par tout le monde, on ne trouve aucune exception. Eh bien, ce genre de dogmes-là, il n'y a rien qui prouve qu'ils sont vraiment fondamentaux. Alors on essaie de recréer au fond un monde où ça soit supprimé, ou remplacé de manière cohérente avec le milieu. C'est-à-dire où l'économie se plie aux règles du milieu plutôt que ce soit le contraire comme maintenant. Ce type de préoccupation avait déjà fait l'objet d'un percutant rapport publié en Angleterre. Ce rapport affirme dès le départ le défaut majeur de notre civilisation industrielle basée sur l'expansion est qu'elle ne peut durer. Elle finira avec l'existence d'un être né aujourd'hui. En écologistes qu'ils sont, les auteurs de ce document ajoutent une résonance biologique et humaine aux froides équations des chercheurs américains. Ils sont à ce point convaincus de la faillite de notre système qu'aucun répit n'y changera rien, disent-ils. Reprenant les chiffres du rapport américain, ils démontrent par exemple que l'épuisement des matériaux de la planète est imminent, même si l'on en découvrait 5 fois plus dans l'intervalle. D'où la nécessité pour eux de dépasser le simple constat et de définir des solutions. Le porte-parole de cette équipe anglaise était récemment en Suisse pour y donner des conférences. Il nous fait ici la démonstration de l'esprit qui anime son groupe. La croissance économique, premièrement, ne peut pas continuer indéfiniment, ça nous le savons.
Cette œuvre dont nous parlions tout à l'heure, Les limites de la croissance, a démontré d'une façon apparente que nous atteignons toute une série de limites, des quantités de différentes limites, et au-delà desquelles on ne peut plus continuer. Or, la croissance doit s'arrêter, et elle s'arrêtera. Ce n'est pas une question si nous voulons qu'elle s'arrête ou non, elle s'arrêtera en tout cas. Le problème, c'est comment cette croissance va s'arrêter. Donc maintenant, ce que nous devons réfléchir, on doit réfléchir, on doit dire, à quoi sert cette croissance? Pourquoi essayer de la faire continuer? Voilà, quels sont les problèmes résolus par cette croissance? Alors, je crois que si on examine de cette façon-là, on voit qu'en réalité, cette croissance économique ne résout aucun problème. Nous avons autant de chômage dans les pays industrialisés que dans les pays semi-industrialisés. Et dans une société tribale, il n'y a pas de chômage. La pauvreté continue, il y a autant de pauvres en Amérique qu'ailleurs, il y a 25 millions de pauvres, n'est-ce pas? Le problème de la pauvreté n'est certainement pas résolu. C'est certainement pas, on ne crée pas un homme plus civilisé. Le délinquant de New York a un vocabulaire de 500 mots, tandis qu'un membre d'une tribu qui vit de la chasse et de la cueillette en Afrique, comme les Hadza de Tanzanie, ont un vocabulaire d'au moins 10 000 mots. Ils sont infiniment plus civilisés que la jeunesse new-yorkaise. Donc, à quoi sert cette croissance? Il y a pourtant des exemples qui nous sont soumis à notre attention comme des réussites exceptionnelles. Je vous parle d'un exemple très connu, le barrage d'Assouan, qui est un des symboles de la technologie triomphante et qui doit apporter le bien-être à des sociétés qui en manquent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un exemple très frappant, parce que le barrage d'Assouan a créé des problèmes écologiques épouvantables, comme nous le savons. Les rives du Nil est une des régions les plus fécondes du monde. Les gens ont pratiqué l'agriculture là depuis tout temps. Or maintenant, il n'y a plus d'inondation, donc la fécondité a disparu et les fermiers sont forcés d'utiliser de l'engrais artificiel. Le Nil transportait de la boue qui venait renforcer le delta contre la Méditerranée. Or, il n'y a plus de boue et le delta est en train de s'effondrer, n'est-ce pas? Il perd, je crois, 1 mètre par an, n'est-ce pas, à la Méditerranée. Le Nil transportait des matières nutritives, ce qui permettait d'avoir une pêche très importante à la Méditerranée de l'Est, ce qui a entièrement disparu. Donc, on peut faire, c'est un catalogue de désastres. Ça crée naturellement un habitat permanent, aquatique, pour les escargots qui transmettent la bilhartia, n'est-ce pas? Or, maintenant, le taux de bilhartia, qui est une maladie très désagréable, c'est un parasite qui entre dans le foie et pour lequel il n'y a vraiment pas de remède. Il y a un remède théorique, mais en réalité, compte tenu des problèmes administratifs et autres, il n'y a pas de vrai remède. Cette maladie-là est en train de se développer d'une façon radicale, presque généralisée. Donc, il n'y a pas, on tient compte de ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On a un barrage qui va durer pendant au maximum 200 ans. Au bout de 200 ans, c'est fini. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a tous les dégâts sans avoir aucun des soi-disant bienfaits. Qu'est-ce que c'est que le bienfait? On a de l'électricité au Caire, donc des énormes annonces pour le Coca-Cola dans les rues du Caire. Et quoi d'autre? À quoi sert cette électricité? Les gens ont vécu pendant des millénaires sans électricité. Mais ils n'ont jamais pu vivre sans eau, sans eau potable, sans des champs féconds. Tout ça, c'est pas une chose qu'on peut retrouver. Si vous trouvez cette opinion absurde, passez dès maintenant sur une autre chaîne, car la suite de notre enquête ne parvient pas à l'infirmer. Une construction grandiose comme le barrage d'Assouan porte en elle sa propre condamnation. Toute exaltante qu'elle soit, notre époque oblige donc à regarder les choses en face. Prédire que la civilisation industrielle mourra avec ce siècle ne suffit pas. Il fallait accumuler les raisons qui font douter de son avenir. Autrement dit, fonder le propos. Alors, on s'aperçoit qu'il n'est plus possible de différer l'action. Des hommes de science de tous horizons, démographes, biologistes, physiciens, en sont venus à sonner l'alarme malgré leur habituelle discrétion. Ce sont des gens désintéressés. Ils savent à quel point les instruments dont l'homme s'est doté grâce à eux peuvent conduire à la catastrophe. Tout ce qui va suivre sur votre écran s'inspire de leurs préoccupations. Au début de notre ère, la Terre portait 100 millions d'habitants. La progression est très lente au cours des siècles qui se succèdent.
En l'an 900, nous n'étions encore que 200 millions. En 1300, 300 millions. En 1550, 400 millions. En 1650, 500 millions. En 1850, 1 milliard. Plus la multitude augmente et plus se contractent les périodes de doublement. 2 milliards en 1930. 3 milliards en 55. Dans 3 ans, 4 milliards. En 1985, nous serons 5 milliards. En 93, 6 milliards. En 2000, 7 milliards. Et 8 milliards en 2006. Cette croissance obéit à ce qu'on appelle la loi exponentielle, qui procède par doublements successifs dans des intervalles de plus en plus brefs. Rien ne peut l'arrêter une fois lancée. Tout autre serait la courbe si la progression était linéaire. Les 8 milliards d'habitants qui couvriront la Terre en l'an 2000 ne la peupleraient que 2000 ans plus tard. À quelle certitude nous conduit le rythme affolant de notre multiplication? Eh bien, il faudra, d'ici l'an 2000, doubler le volume de nos habitations. De même, faudra-t-il doubler la production agricole. Encore ne devra-t-on pas oublier qu'aujourd'hui même, 2 hommes sur 3 ne mangent pas à leur faim. En ce domaine donc, doubler ne suffira pas. Et l'on sait par ailleurs que les surfaces cultivables régressent. Il en va de même pour les richesses de la mer. Les océans s'épuisent. Or, là encore, il faudra plus que doubler le produit de la pêche. Lorsqu'on rapporte ces évidences au quotidien qui est le nôtre, elles apparaissent comme marginales, stupides même. Le mode de vie dans lequel nous sommes impliqués ne nous pousse-t-il pas, par 1000 artifices, à la surconsommation? Pour que vous mangiez plus de poisson, on l'a surgelé, conditionné, aromatisé, rendu prêt à être savouré. On fait de même avec le haricot, le chou-fleur, le rôti. Dans le même temps, des chaînes industrielles produisent les armoires frigorifiques où viendront s'accumuler les 1000 bonheurs de votre table. Vous êtes-vous jamais demandé ce que cache la notion moderne de besoin? Ce système où nous vivons, et qui fascine ceux qui n'y ont pas encore accès, requiert de l'énergie pour fonctionner. La Suisse, quant à elle, a déjà atteint les limites du possible en matière de production hydroélectrique. Or, ces besoins doublent tous les 10 ans, comme ceux de tous les pays industrialisés d'ailleurs. Essayons d'imaginer ce que cela signifie au niveau mondial. Le pétrole tire à sa fin. Chiffre à l'appui, le rapport du Club de Rome prévoit la fin des gisements actuels pour 1980. À supposer que l'on en trouve 5 fois plus d'ici là, le sursis ne serait que de 40 ans, en vertu du caractère implacable de la loi de croissance exponentielle. Vous n'êtes pas seul au monde. Vous n'êtes pas seul au monde, et il y a 2 raisons de le rappeler. La première, c'est qu'un Asiatique, un Arabe ou un Africain a lui aussi des bras,
un estomac et un cerveau qui fonctionnent. Il a comme nous tous son avenir à bâtir. La seconde raison, c'est que les pays qu'ils habitent nous fournissent l'essentiel de nos matières premières. C'est à eux que nous devons nos richesses et ils commencent à le savoir. Il y a longtemps que notre futur a commencé. Ces cathédrales de béton et d'acier seront nos déserts de l'an 2000. Aujourd'hui déjà, on voit quelle place y tiendra l'homme. La majorité de la population mondiale habite dans les villes et le phénomène s'accentue. Canalisé, bousculé, embrigadé, l'homme obéit à un arsenal de gestes, d'appels, de signaux et d'impulsions. Il arrive même un temps où ce qu'il poursuit lui échappe. On n'a jamais célébré autant qu'aujourd'hui les notions de société, de solidarité, de liberté individuelle. Qu'en advient-il ici ? Nous nous rendons prisonniers d'un singulier paradoxe. Le perfectionnement constant de nos outils, de nos méthodes et de nos moyens va de pair avec une dégradation progressive de la qualité de la vie. La semaine s'est raccourcie, c'est maintenant vendredi le samedi. Et les trains de banlieue sont plus que jamais à l'heure. Il n'y a aucun doute que la liberté individuelle, depuis que l'homme est organisé en société, n'a fait que diminuer, statistiquement, en moyenne, n'a fait que diminuer, et diminue encore tous les jours. Et par sa propre faute. Et en grande partie par sa propre faute. Si vous voulez, l'homme n'est pas capable de vivre par lui-même en tenant compte des intérêts des autres, si vous voulez, de ses voisins. L'homme ne tient compte de l'intérêt de ses voisins que parce qu'il y a l'agent de police qui circule dans la rue. C'est comme ça, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Alors la liberté individuelle va diminuer encore considérablement, de plus en plus, et alors vous posez très justement la question, est-ce que ça vaut encore la peine? Alors ça, je vous dirais que le principal problème, c'est dû à la surpopulation. La Terre est beaucoup trop peuplée. Alors quand des démographes arrivent à vous dire qu'on pourra très bien faire vivre 10, 20, 50 milliards d'habitants sur la Terre, on fera des grandes maisons cubiques d'1 kilomètre de côté, 1 kilomètre de hauteur, il y aura un étage de jardin, un étage pour les cordonniers, un étage pour les marchands de cravates, etc., et que tout sera, il y aura des ascenseurs et de l'air conditionné, que personne n'aura jamais besoin de sortir. Mais c'est effroyable une vie comme ça. Ça n'a aucun sens.
l'homme à la longue ne tiendra pas dans une vie comme ça. Déjà maintenant, ce qu'on appelle le stress est une maladie de la civilisation très connue qui tue des milliers de gens chaque année, il ne faut pas l'oublier. Dû au bruit, dû à l'excès de certains rayonnements par rapport à d'autres. Vous savez que s'il y a trop d'infrarouge et pas assez d'ultraviolet, ce qui est le cas souvent quand il y a des couches de nuages de pollution, eh bien les gens deviennent nerveux, irrités, excitables, c'est le cas de la plupart des grandes villes, etc. Alors on arrive sur toute une série de problèmes qui sont dramatiques. Alors il est possible que la vengeance de la nature, ou même pas la vengeance, mais la mise au pas par la nature, soit une sorte de sélection naturelle contre laquelle, il ne faut pas l'oublier, l'homme a toujours lutté depuis qu'il existe, il a lutté contre la sélection naturelle, c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Il est possible que tout à coup la sélection naturelle reprenne ses droits, on verra si elle arrive à le faire à temps, qu'il y ait un ravage catastrophique qui détruise 9/10 ou davantage de la population de la Terre, et que les autres alors puissent reprendre graduellement dans une atmosphère un petit peu meilleure puisqu'elle sera moins industrialisée. Et en même temps, on ne peut pas le souhaiter directement parce que ça serait un désastre évident. On ne peut pas non plus souhaiter revenir à un monde sans industrie parce que notre civilisation vit avec l'industrie. Il est exclu de vivre sans industrie ou surtout de faire vivre sans industrie 3 ou 4 milliards d'habitants que la Terre porte maintenant. Et tant qu'on a l'industrie, la population ne fait qu'augmenter. Donc vous voyez qu'on est mal parti. Hein, et ça, il n'y a pas à dire. Mal parti, vraiment? Les montagnes de déchets produits par le processus économique qui nous régit ne sont-elles pas le signe que tout va bien? Au contraire. Enfin quoi? La machine tourne. Elle tourne si bien que personne ne se demande plus de quel prix nous payons notre croissance effrénée. La mise à sac des ressources irremplaçables est devenue chose normale. Sans doute parce qu'inconsciemment, nous, les nantis, nous sommes les seuls à pouvoir le faire et que la Terre nous semble encore grande. Tant pis pour les autres. Mais nous, les développés, les démocrates, nous a-t-on jamais consulté sur les choix qui aboutissent à la ruine de la matière, à la condamnation de l'avenir humain? Vous a-t-on proposé une voiture qui roulerait plus longtemps? Des moteurs, des habits, des ampoules qu'on remplacerait moins vite? Non. Vous avez appris que si la production ralentit, vous gagnerez moins, donc vous serez moins heureux. Pourtant, ce bonheur va de pair avec la mort sur les routes du samedi, la tôle déchiquetée, la salle d'hôpital qui met brutalement fin aux vacances. Si tout s'arrêtait là, il y en aurait déjà assez pour demander grâce, au nom de la terre. Mais de quelle espèce de survie? Quelle existence leur préparons-nous? Ce sont les lapins qui ont été tués. Depuis si longtemps que... Il n'y a presque plus de refuge contre le bruit. L'impuissance des gens contre l'agression du bruit a quelque chose de tragique. On ne réagit plus qu'à l'intolérable, et c'est alors à l'État qu'on demande de nous préserver.
Le silence a déjà commencé à se vendre, comme d'ailleurs l'air qu'on respire. Les usines qui se multiplient au nom du progrès expulsent au-dessus d'elles leur haleine vicieuse. L'énergie qu'elles dégradent en chaleur et en poussière menace l'équilibre du climat. L'alerte au gaz carbonique s'est faite permanente. Les déjections de nos chevaux mécaniques empestent des zones toujours plus vastes. Des lignes de mort labourent le paysage. On ne respire plus seulement le plomb, on le mange. Le culte du rendement conduit à l'industrialisation de la terre par l'apport massif d'engrais chimiques et de pesticides. Par milliers de tonnes, fruits et légumes finissent après chaque récolte à la décharge. Les paysans barrent les routes. Qu'est-ce que ça peut bien faire? La règle, c'est asperger, produire, asperger. La chimie dénature les sols. Elle s'y infiltre sournoisement et empoisonne les cours d'eau. Le reste, l'homme s'en charge. Source de toute vie, l'eau meurt lentement. Elle est l'image de notre propre suicide. Ici s'achève la liste des évidences qui font notre quotidien. Les ruptures locales et simultanées entre l'homme et son milieu provoquent par leur cumul le désastre planétaire. Il est grand temps de réapprendre le sage enchaînement des choses. Tous les cycles de la nature se referment sur eux-mêmes, comme le démontre l'exemple de la chaîne alimentaire. On appelle en effet chaîne alimentaire une série d'êtres vivants qui vivent les uns qui vivent les uns des autres, en somme, qui se transmettent la matière vivante. Et on va en montrer tout de suite un exemple sous la forme de quelques diapositives, en présentant tout d'abord un consommateur de premier ordre, c'est-à-dire un herbivore qui est un papillon en train de butiner une fleur. Ce papillon peut être consommé par un consommateur de deuxième ordre qui est la libellule, par exemple, qui attrape ce papillon et qui va le consommer. Cette consommatrice de deuxième ordre peut être à son tour mangée par un consommateur de troisième ordre qui est ici la grenouille, qui mange une libellule. Cette grenouille, à son tour, peut être mangée par un serpent, ici une couleuvre à collier, et puis ce serpent peut, à son tour, être mangé par un oiseau de proie. On a déjà une petite idée là de l'interaction de ces paliers trophiques, c'est-à-dire ces paliers alimentaires, et nous voyons bien que tous les animaux dépendent, tous les organismes dépendent les uns des autres. C'est la même chose dans la mer. Les poissons que nous mangeons sont autant de maillons d'une chaîne que l'on peut faire remonter au plancton végétal. Ce phytoplancton constitue le menu du plancton animal, ici une crevette. Les crevettes seront à leur tour mangées par le hareng, qui lui-même fera le bonheur du thon. Et le thon, c'est bon, comme vous dit la télévision. Pour les animaux marins, en tout cas en période de croissance, eh bien, il faut environ une dizaine de kilos de nourriture pour former 1 kilo de leur propre corps. Et cela est vrai par extrapolation, grosso modo, dans l'ensemble du monde vivant. Ce thon que nous avons dégusté, il lui a donc fallu, pour former 1 kilo de sa propre chair, ingurgiter 10 kilos de harengs, lesquels harengs avaient englouti 100 kilos de crevettes, qui elle-même avait digéré 1 tonne de phytoplancton. Ce fameux phytoplancton, c'est ce qui est en particulier menacé par la pollution des mers. Parfaitement. Et
le pétrole qu'on y répand. Exactement. Et alors, à partir du moment où le phytoplancton ne peut plus se constituer, nous voyons quel déséquilibre, quel type de déséquilibre peut se produire à la surface de la planète. Il est évident que le phytoplancton a un rôle essentiel, et pas seulement un rôle alimentaire, mais un rôle également respiratoire, puisqu'on dit qu'il produit à peu près les 70 ou les 80% de l'oxygène disponible dans l'atmosphère. Si le phytoplancton venait à disparaître, toute la vie dans la mer disparaîtrait, complètement. Alors si toute la vie dans la mer disparaît, on ne peut pas imaginer que ça ne soit pas catastrophique pour l'humanité, non seulement pour les 20 ou 40% de nourriture dont on a besoin, et rien que ça serait déjà extrêmement grave si tout à coup ça venait à manquer, mais pour le désastre écologique que ça serait dans l'océan, même si on ne se rend pas encore compte exactement de tout ce qui se passerait, tout l'échange gazeux entre l'atmosphère et la mer ne pourrait plus avoir lieu puisqu'il n'y aurait plus de phytoplancton, et par conséquent il y a bien des chances que ça change également la météorologie du globe entier. Or, ce phytoplancton est directement menacé par toutes les formes de pollution qui arrivent en mer, puisqu'ils vivent, ce phytoplancton vit près de la surface de la mer, et que c'est justement là que, soit par les bateaux, soit par les rivières, soit par les pluies, orages, vents, etc., qu'arrive toute la pollution de l'océan. Et le résultat précis, si vous voulez, c'est qu'on a déjà trouvé des espèces de phytoplancton contenant des produits cancérigènes qui sont des dérivés des produits pétroliers. Donc, si vous voulez, un pétrolier fait sa vidange en mer, le pétrole arrive dans l'océan, une partie est évaporée, une partie coule, une partie reste pendant des jours ou des mois même à flotter entre deux eaux dans les couches de phytoplancton, est absorbée par le phytoplancton et commence peut-être à faire des dégâts déjà à ce moment-là. Et puis ce qu'il faut bien se dire, c'est que la concentration de ces toxiques augmente au fur et à mesure qu'on descend dans la chaîne alimentaire. Puisque le plancton, pour vivre, filtre des tonnes d'eau, si vous voulez, c'est pour en parler d'une certaine quantité, et ensuite le zooplancton qui mangera le phytoplancton va se nourrir pendant des jours et des jours aussi, donc il va aussi accumuler ces toxiques, et ainsi de suite. Chaque fois, ça sera accumulé, et finalement, au bout de 6 échelons, par exemple, eh bien, on aura facilement une concentration qui sera 1 million ou 10 millions de fois plus que ce qu'on trouve dans l'eau de mer. Et c'est justement ces animaux-là qu'on nous demande de manger. Et c'est ce qui se retrouve dans la boîte de conserve qu'on achète au supermarché. Exactement, parfaitement. Ouais. Et c'est ça qui est grave. Merci. Ainsi donc, les aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, et d'une façon générale, la vie que nous menons, nous placent globalement devant l'impasse. Même si les apparences sont contraires. La croissance, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, engendre des comportements nuisibles à l'épanouissement de l'humanité. Revivez vos dimanches. Vous souhaitiez fuir la ville. Elle vous attend sous les sapins. On avait cru trouver le calme, on était tous à le vouloir. Qu'est-ce qui est en cause? Les technocrates? Les managers? Pas tout à fait. Au fond, ils sont comme nous tous, mais de manière un peu plus tragique, les rouages d'un système axé sur la performance, où chaque minute compte. Pour se maintenir en place, les hommes qui ont pouvoir de décision sont tenus à la surenchère. Pour honorer leurs promesses aux opinions publiques, les États entrent en concurrence, comme si les ressources dont la vie dépend étaient inépuisables. Le dogme du monde industriel s'appelle compétition. Toute cette croissance incontrôlée qu'on constate, qui était plutôt animée par une volonté des entrepreneurs, disons, du monde industriel dans nos pays, où on croit que le monde est illimité. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut acheter des ressources naturelles pourvu qu'on a l'argent. On les utilise comme on veut, uniquement pour le point de vue de l'avancement personnel, égoïste d'un homme, d'une communauté, d'un pays. Et finalement, on oublie que le gâteau qui est à répartir est
limitée. Et chacun lutte pour avoir, disons, un morceau le plus grand, et qui quelqu'un doit se rétrécir, c'est pas soi-même, c'est toujours les autres. Mais les grandes entreprises ont conscience de ces situations. Oui, oui, je crois. Oui, oui. Comment expliquez-vous dès lors qu'elles ne modifient pas leur comportement? Parce que je crois qu'il y a des limitations personnelles. Il y a un homme est mesuré par certaines performances, et si l'homme est mesuré dans le court terme, alors tout est axé vers le succès à court terme et on néglige le long terme. Et malheureusement, on est aujourd'hui plutôt, pas seulement dans les gouvernements, mais dans les grandes entreprises, que les directions changent relativement rapidement. Alors il est beaucoup plus difficile à réaliser une politique à long terme. En réalité, nous parlons, lorsque nous parlons de la croissance, de quelque chose qui est mesuré sur la base, si vous voulez, d'une certaine science, d'une méthodologie économique, axée surtout sur la mesure de la valeur ajoutée de l'activité économique. Croissance économique veut dire, au fond, additionner les différentes activités économiques d'un pays, d'une nation, pendant une période donnée. Or, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on a soumis à une critique suffisamment claire et, au fond, non entamée de préjugés, est-ce qu'on est sûr que vraiment la façon de mesurer la croissance aujourd'hui est adéquate au problème? Si on regarde un peu la situation économique de ces dernières 2 ou 3 ans, on s'aperçoit que les industries qui sont les plus en expansion sont justement les industries qui travaillent dans le secteur anti-pollution, que si on regarde la bourse aux États-Unis, sont les valeurs des sociétés qui opèrent dans ce secteur qui se sont développées les plus. Quel genre d'industrie en particulier? Qu'est-ce qu'elles fabriquent? Ça peut être par exemple des sociétés qui font des incinérateurs à ordures, des sociétés chimiques qui produisent des produits chimiques pour dépolluer les mers ou les lacs ou l'eau en général, ou des sociétés électroniques qui font, disons, des instruments de mesure du niveau de la pollution, etc. Donc il y a une activité possible pour n'importe quelle industrie dans les gros marchés couvre la pollution. Mais encore une fois, il faut dire que si toute l'activité de ces secteurs devient de la valeur ajoutée, devient un moteur de plus en plus important pour l'accroissement du revenu national, eh bien, en réalité, elles ne font que faire de la valeur ajoutée pour compenser la valeur déduite, pour rétablir un état du patrimoine qui a été ou détruit ou endommagé. L'exemple qui résume le mieux cette démonstration, c'est ici qu'on le trouve. Pourquoi avoir construit des piscines le long de nos lacs, sinon parce qu'ils sont pollués et que nous les avons rendus impraticables aux joies de la baignade? Cette observation, comme ses conséquences d'ailleurs, n'entre jamais dans notre manière de chiffrer le progrès. La construction d'une telle piscine et son exploitation, en effet, n'est vue que sous l'angle du profit, du travail et des salaires qu'elle procure. Les opérations qu'elle nécessite, achat de terrain, travaux d'infrastructure, amenée d'eau, énergie électrique, routes, parking, tout cela met en jeu une cascade d'intérêts qui dissimule la véritable nature du phénomène. À l'origine, on a oublié que la piscine existe pour compenser la privation de nager en milieu naturel. Toutes les activités qui ont concouru à sa réalisation n'avaient donc d'autre signification que de restaurer artificiellement la jouissance d'un environnement détruit. Le flux de capitaux qui découle de ce type d'opération est allé s'ajouter à l'actif de notre produit national brut. Singulière comptabilité. Ces sommes auraient pu être investies à meilleur escient si l'intégrité biologique du lac avait su être préservée. Il serait aisé de multiplier les exemples comme celui-ci. Il y a les usines d'incinération, l'air conditionné, les stations d'épuration, etc. À chaque fois, la sacro-sainte valeur ajoutée n'est qu'une valeur déduite. Poussons plus loin. Cette usine nucléaire,
installée en Suisse allemande, symbolise à la fois le dernier des raffinements de la technologie et peut-être son plus dangereux excès. Elle nous invite à interroger les gardiens des démons auxquels semble obéir notre évolution. Par vocation, les savants ont percé les mystères de la nature. La science a ainsi fourni à la technologie les recettes sur lesquelles est basé ce que nous appelons le progrès. Est-ce à dire que les savants sont cause de tout? Nous sommes allés le demander à 2 d'entre eux parmi les plus éminents. Tout d'abord, le professeur Kowarski, un des pionniers de la recherche nucléaire. Le professeur Kowarski était de ceux qu'on encensait à l'aube des années 50. Il avait contribué à rendre possible les grands prodiges qui ont donné son visage à notre époque. Il lui semble aujourd'hui que ce courant d'opinion se renverse. Et ce n'est que assez récemment, certainement il y a moins de 10 ans, et plus sérieusement dans les 2-3 dernières années, que le public s'est rendu compte pour la première fois que cette boîte de surprise était aussi une boîte de Pandore, qu'il en sortait non seulement une grande puissance, entre autres militaires, et de grandes richesses de consommation, mais aussi certains maux. Et ce n'est pas les savants qui ont fabriqué tout ce qu'il y avait, tout ce qui était sorti de cette boîte, mais c'est bien les savants qui ont fourni la clé de la boîte aux techniciens, aux ingénieurs, aux producteurs. Et c'est par cette action de fournir la clé qu'ils ont assumé une part de la responsabilité qui me paraît indéniable. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut reprendre la clé? Je ne pense pas que le rôle normal du savant, c'est-à-dire d'augmenter nos connaissances de la nature, doit être circonscrit, diminué. Il y a évidemment certains excès, notamment dans les armements les plus modernes, qui quand même, où quand même on se demande s'il est bon de poursuivre les recherches de ce côté-là, surtout les recherches de caractère appliqué. Mais ça ne répond pas à la question primordiale. La question primordiale, faut-il continuer l'activité scientifique? Ici, il m'est difficile de donner une réponse impartiale. J'ai vécu toute ma vie dans le milieu scientifique. J'ai pris l'habitude, qui est probablement indéracinable, de considérer cette activité comme extrêmement importante et désirable du point de vue de la dignité de la nature humaine. Elle me paraît correspondre à un instinct fondamental de la nature humaine. Je ne vois pas très bien comment on peut la stopper sans déshumaniser de l'humanité. Alors la réponse serait que c'est aux autres stades qu'il est important d'intervenir. C'est dans le mécanisme de la translation de notre connaissance de la nature dans les actions qui peuvent nuire à l'humanité. Alors c'est au niveau politique, selon vous, qu'il faut agir? Non seulement, pas seulement. C'est au niveau technologique, industriel, économique, et par là politique. Le public, qui, comme vous l'observez, en ce moment est un peu chauffé à blanc contre les savants, il faut que les savants arrivent à présenter à ce public une face croyable, ou comme on dit aujourd'hui, crédible. Pour cela, il faut qu'ils ne se départissent pas de leur méthode normale d'impartialité et d'autocritique, qu'ils analysent, qu'ils
arrive à présenter les actions nécessaires sous une forme que le public peut comprendre et qu'il faut qu'il mérite la confiance du public. Et ça ne sera pas facile. Le professeur Victor Weisskopf appartient à la rare catégorie de savants humanistes. Il est d'origine autrichienne. Après avoir travaillé dans les plus grands centres de physique théorique du monde, il a été directeur du CERN à Genève et enseigne encore à l'Institut de technologie du Massachusetts. Il y a aujourd'hui une tendance manifeste à déclarer les savants responsables de tous les maux qui nous arrivent. Qu'en pensez-vous? Je connais bien cette tendance et je crois que c'est une exagération et aussi peut-être c'est une mise à interprétation de la situation. C'est vrai que les résultats de la technologie, c'est venu des résultats de la science. Ça veut dire que la science, c'est la base de la technologie. Et c'est vrai que la technologie a causé des abus, des conséquences désagréables, des conséquences dangereuses. Les conséquences dangereuses, il y a deux espèces de conséquences dangereuses. Une, c'est l'application de la technologie dans la guerre. C'est la guerre, ça veut dire la guerre moderne. Et l'autre, c'est, je veux dire, les conséquences qui ne sont pas intentionnées. Ça veut dire alors la pollution de l'air, le bruit dans les villes, les automobiles, tout ça. Ça, ce sont des conséquences de la technologie qu'on n'a pas prévues, mais qui sont les conséquences d'une façon de la science, si vous voulez, parce que la technologie est une conséquence de la science. Si vous dites qu'il faut accuser la science pour ces mots, je crois que ça, c'est faux. Et de nouveau, vous me demandez probablement, est-ce que nous sentons coupables? Oui et non. Non coupable comme scientifique, mais coupable comme citoyen. Comme scientifique, en effet, je me sens même un peu fier qu'on a trouvé les phénomènes de la nature qu'on peut faire usage pour le bien-être des hommes. Mais je me sens coupable comme citoyen que l'organisation est si mauvaise, que nos politiciens, qui après tout nous l'avons élu, n'est-ce pas, ce n'est pas un système dictatorial ici, que nous avons élu, qui font évidemment des choses qu'ils ne devraient pas faire, qui ne connaissent pas les problèmes, ou plutôt qui laissent faire, n'est-ce pas, qui ne sont pas assez forts pour intervenir, et tout le contrat commercial, capitaliste, qui fait difficile de freiner les développements qui vont dans la direction mauvaise. C'est ce que la science nous a donné, ce sont les possibilités. Il y a des possibilités dans la vie humaine, dans l'histoire humaine. Les possibilités peuvent toujours être employées pour des choses bien et pour des choses mauvaises. Et ça n'a pas changé. C'est la même chose au Moyen-Âge. La religion était une chose qui était bonne et une chose qui était mauvaise. On a fait avec la religion des guerres meurtrières. On a fait avec les religions les choses les plus grandes et bonnes. Comme ici, avec la technologie, avec la science, on peut faire des choses meurtrières, nous le savons bien, on peut faire des choses énormes, c'est ce qu'on a fait. Alors la vie moderne, comme elle est peut-être possible, est quelque chose, est l'âge d'or pour l'humanité, mais elle n'est pas encore là, parce que nous n'avons pas encore été assez intelligents pour l'organiser. Quelquefois, je crois qu'il faut des changements si fondamentaux que peut-être une révolution est nécessaire. Mais peut-être pas. Peut-être c'est possible que les gens eux-mêmes voient que suivre le chemin du présent, ça va à la catastrophe. C'est peut-être que les gens eux-mêmes font une révolution dans leur pensée. Alors, ce n'est pas une révolution de violence qui est nécessaire. Certainement, une révolution de la vie, de l'organisation de la vie est nécessaire. La question, c'est est-ce que ça se fait par violence ou est-ce que ça se fait par éducation d'une façon ou par conviction? Changement de mentalité. Changement de la mentalité, c'est ça. Alors, j'espère que c'est ça, mais moi, je ne suis pas un prophète, je ne peux pas dire. Une seule terre. Tel était le thème de la conférence des Nations Unies sur l'environnement tenue cet été à Stockholm.
Que les nations du monde, auxquelles s'associait pour la première fois la Chine, aient ressenti le besoin de se réunir pour tenter une action commune, prouve bien le caractère alarmant de la situation. Avant de terminer, il nous a semblé indispensable de souligner l'interdépendance des phénomènes analysés dans notre enquête. Le système de croissance qui prévaut dans nos pays est sur la sellette, non seulement parce qu'il sacrifie l'homme à une idéologie de profit, mais encore parce qu'il menace la Terre dans son ensemble. Les pays sous-développés étaient à Stockholm pour nous le rappeler. Ils n'entendent pas faire les frais de la nécessaire limitation de la croissance. Pour nous tirer d'affaire, nous ne pouvons espérer les convaincre d'adopter un type de civilisation différent du nôtre. D'autant plus que les richesses naturelles que nous mettons à sac sont à tout le monde, et particulièrement à eux-mêmes. Le Canadien Maurice Strong, qui était secrétaire général à Stockholm, a répondu à nos questions sur le thème de la solidarité internationale face au dilemme de notre temps. Nous lui avons demandé s'il ne pensait pas que les pays riches étaient au premier chef responsables et s'il ne dépend pas d'eux de prendre en charge le coût des mesures correctives. Il faut bien l'admettre, en effet, les problèmes vitaux que nous rencontrons aujourd'hui, je pense en particulier à la pollution de l'atmosphère et des océans, ces problèmes découlent essentiellement des activités déployées dans les pays riches. La simple justice exige donc de ces nations qu'elles assument les conséquences de ces activités après en avoir tiré profit. Ce principe a été pleinement admis à Stockholm. La réflexion sur l'environnement nous renvoie à l'immense problème du sous-développement. Il devient urgent de partager les richesses et la puissance offertes par la technologie. Il n'est plus possible de vivre en petites communautés séparées. Le riche et le pauvre doivent apprendre à collaborer de manière beaucoup plus étroite que par le passé. Cela implique des sacrifices pour celui qui détient la richesse et l'oblige à partager les ressources et les possibilités qui sont dès maintenant offertes à l'humanité. La leçon fondamentale de la réflexion sur l'environnement est que notre technologie vit sous le signe de l'interdépendance. Ce qui se produit à un endroit quelconque du monde affecte la santé et le bien-être de tous. Le monde forme une seule entité physique. C'est ce que nous confirme le rapport du Club de Rome. Il nous faut donc le considérer politiquement et économiquement comme un tout. Nous ne pouvons y échapper. Pour survivre et profiter de la civilisation technologique, nous devons définir des dimensions politiques, économiques et sociales à la mesure de ce monde. Est-ce qu'il ne vous paraît pas que la gravité de ces problèmes appellerait la création, excusez-moi de le dire, mais d'un gouvernement mondial? Un gouvernement mondial reste une utopie à l'heure actuelle. Les recommandations de la majorité des nations ne sauraient entamer la souveraineté d'un pays tiers. Elles ne peuvent lui être imposées s'il ne veut pas les entendre. La grande majorité des nations en a pris conscience à Stockholm et reconnaît la nécessité de parvenir mieux que par le passé à des accords collectifs. Il est indéniable que ces pays sont en train de mesurer l'inefficacité d'une approche traditionnelle de ces problèmes et d'une conception étroite de la souveraineté nationale. Je crois que la conférence de Stockholm constitue réellement un précédent. Cela ne signifie évidemment pas qu'un gouvernement mondial soit né, ni même qu'il soit souhaitable actuellement. Mais pour leur survie et leur bien-être, les nations doivent collaborer plus étroitement qu'elles ne l'ont fait dans le passé. Cette prise de conscience s'est faite sur la scène internationale. Je ne pense plus qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons en 1972 et dans le futur, aucun pays dans le monde entier puisse
avoir ou jouir du luxe de s'isoler de ce qui se passe dans le reste du monde. Notre Terre, finalement, est très petite. Ce que je veux dire, au fond, c'est que très peu de gens, et surtout très peu de gouvernements, ont vraiment dit que, au-dessus de l'intérêt de leur propre pays, ils mettent l'intérêt de la Terre, de notre Terre. Je sais que c'est peut-être un peu naïf de le dire en ce moment, mais je crois qu'on y arrivera à la force, pas par conviction, sinon parce que simplement il n'y a pas moyen de l'éviter. Mais dans le système où nous vivons aujourd'hui, malheureusement c'est une vérité que nous sommes éduqués pour que la première obligation de chacun de nous est vers notre pays et pas du tout vers notre planète. Et cette condition devrait changer. La Terre continuera à exister, le Soleil continuera à apparaître à l'horizon. Il continuera à faire beau temps et à avoir des nuages suivant les jours. La vie sur la Terre n'est peut-être pas directement menacée. Donc, à ce point de vue-là, je suis optimiste. Est-ce que l'humanité continuera à vivre? Est-ce que l'humanité pourra survivre? Ça, on ne le sait pas encore. Personne ne peut le savoir. Mais il faut savoir quels sont, au fond, les désirs de l'ordre tout à fait supérieur qui nous a créés, les désirs du Créateur. Est-ce que son idée était de faire vivre l'homme éternellement? Ou est-ce que son idée était de faire un essai, de voir à quoi pouvait arriver un individu que nous appelons l'homme, et qui n'est peut-être que passager, comme toutes les autres espèces sur la Terre n'ont jamais été que momentanées ou que passagères? N'est-ce pas? Ça peut être très productif dans l'esprit supérieur qui domine l'univers d'avoir vu l'expérience homme, mais il est parfaitement possible aussi que si on pouvait mettre dans un super ordinateur tout le concept de l'homme avec toutes ses qualités et ses défauts, naturellement, toutes ses qualités propres, morales, physiologiques, physiques, psychologiques, etc., et qu'on puisse mettre tout ça et le confronter avec l'environnement de la Terre, qu'on verrait que c'est incompatible, que ce n'est pas viable. Que ça peut aller pour 1 million d'années, mais que ça ne peut pas aller pour 2 millions d'années. C'est parfaitement possible aussi. Mais c'est en effet la conclusion à laquelle on est tenté d'arriver. On est tenté d'arriver à cette conclusion. Alors, seulement, là, alors peut-être que beaucoup de gens diront qu'on est pessimiste si on arrive jusque-là. Je ne crois pas qu'il faille présenter la chose de cette façon-là non plus. Je ne crois pas qu'il faille surtout terminer une émission de cette façon-là. Je crois que personne ne peut savoir quel est l'avenir de l'humanité, mais il y a en tout cas plus de chances de lui permettre de poursuivre sa route normalement si on prend immédiatement toutes les mesures que la plupart des savants maintenant sont d'accord de préconiser.